d'un enfer sur Terre. La deuxième histoire de notre mise en scène, ici du chapitre mise en scène, va porter donc sur les fameux négriers qui ont circulé en Polynésie à cette époque-là pour recruter de nouveaux travailleurs. J'ai extrait cette planche ici d'une bande dessinée qui est sortie sur l'île de Pâques, sur l'exploitation des travailleurs de l'île de Pâques, où on voit deux entrepreneurs qui, face à la grande montagne de guano, se disent que ils font profiter. Le guano est l'extrait le plus utilisé, l'engrais le plus utilisé au monde, et on est le seul à avoir ça, dit l'un d'entre eux. Il faut profiter de l'opportunité. Malheureusement, il manque de bras, et en 1862, des entrepreneurs aventuriers convainquent le gouvernement péruvien de se rendre dans les îles océaniennes pour recruter cette main-d'œuvre. Sans foi ni loi, ces entrepreneurs vont ouvrir une période dévastatrice pour ces îles océaniennes. Plus de 50 vont être touchés ici, et notamment pour l'île de Pâques, qui est la plus proche du Pérou. En 1862, dès la fin de l'année, ce commerce commence en septembre 1862, dès décembre 1862, le commissaire français à Tahiti est au courant des agissements de ces bateaux-là dans les archipels polynésiens, et notamment au Tuamotu. Ici, on a une lettre qui est très intéressante et qui a été publiée dans le journal local qui s'appelle Le Messager de Tahiti, où on voit que le commissaire s'adresse, et la reine Pomaré, s'adresse directement donc au grand chef des îles Tuamotu en disant « J'apprends à l'instant que des bâtiments étrangers parcourent vos îles, et, se servant d'argent pris parmi quelques résidents, embauchent des naturels au moyen de promesses fallacieuses. Savez-vous ce qui attend ces malheureux? C'est l'esclavage. » Et à la fin du texte, il demande également « En attendant que j'ai plus de renseignements sur ce qui se passe, j'expédie l'aviso à vapeur, le Latouche-Tréville, dans vos îles, à la poursuite des pirates. Aidez le capitaine de ce navire à les capturer, afin que la justice, punition de leurs crimes, puisse leur être infligée. » Cette lettre date du 21 novembre 1862. Un mois plus tard, le Latouche-Trévis arraisonne un de ces navires négriers qui s'appelle le Mercedes, et celui-ci est ramené à Tahiti. À la même époque, on sait qu'aux Marquises, des navires ont capturé donc des Marquisiens, et bien sûr, ici, des Pomotu également, des habitants des Tuamotu ont été capturés à cette époque-là. Le Latouche-Tréville donc capture le Mercedes et le ramène à Tahiti pour le procès. Mais comment se passait cette capture d'esclaves? Il faut savoir que les chiffres globaux étudiés par l'historien Henry Maud, qui a écrit un livre en anglais qui est très célèbre et qui fait le point sur la situation qui s'appelle Slaver in Paradise, alors lui, il a répertorié tous ces voyages. Il y en a eu 37 au total, pour à peu près autant de navires qui ont mené des expéditions, sur un temps très court, même pas une année, entre septembre 1842 et avril 1843. Et on estime qu'il y a à peu près 3600 Polynésiens qui ont été embarqués dans ces bateaux pour aller travailler au Pérou. Bien sûr, on parle de traite négrière, on la compare à la traite négrière, mais ça n'a pas du tout l'ampleur de la traite atlantique. Néanmoins, le bilan est particulièrement terrible pour des îles peu habitées et déjà touchées par les épidémies, des îles du Pacifique. Il faut savoir que parfois, c'était plus de la moitié de la population qui pouvait être raflée, et avec les maladies, on pouvait avoir une quasi-disparition totale de la population dans certaines îles du Pacifique. Donc, cet esclavage a eu des conséquences très très fortes pour les îles océaniennes. Alors comment étaient-ils recrutés? Ici vous voyez un tiers à peu près sur cette image reconstituée, parce qu'on a très peu de documents iconographiques du moins, qui nous documentent, qui nous permettent de nous renseigner sur cette époque-là. On a beaucoup de textes mais assez peu d'images. Donc ici Henry Maud, il a utilisé une reconstitution sur la couverture de son livre. Qu'est-ce qu'on voit? On voit ici un embarquement forcé, fait par les armes, avec le navire qui attend au fond, et c'est toutes les familles qui sont obligés d'embarquer ici à bord du navire. Un tiers à peu près des 3600 ont été recrutés de force. Un autre tiers a été recruté par la ruse. Alors tout simplement, on invitait les habitants des îles sur le bateau pour le faire visiter, etc. Et puis une fois qu'il s'est arrivé sur le bateau, on le capturait.
Alors, cette image-ci, une des rares qui documente ce phénomène-là, c'est pas un équipage péruvien, c'est plutôt le même phénomène s'est reproduit aussi à l'ouest de l'Atlantique avec des navires australiens, néo-zélandais ici, et on est plutôt en Mélanésie ici, des habitants des îles de Mélanésie qui sont embarqués de force. Mais cette image est assez intéressante parce qu'elle nous montre à quoi ressemblaient ces navires-là. Et on voit bien notamment qu'ils étaient enfermés dans les cales et qu'ils étaient barricadés. Les témoignages de l'époque également parlent de grilles qui ferment les navires. Donc ce sont bien des navires prisons qui parcourent le Pacifique à cette époque-là et la Polynésie pour recruter donc des engagés, alors qui devaient signer un contrat, mais qui était floué par ce contrat, et puis certains ne savaient ni lire ni écrire, et tout simplement, ils remplissaient le contrat sans bien réellement comprendre ce qui les attendait. En mars 1863, s'ouvre le procès du navire Mercedes à Papeete. C'est un procès, à mon sens, assez exemplaire. Et lors de ce procès, le pilote, qui s'appelle Riley, témoigne, et son témoignage est vraiment intéressant parce qu'il va montrer deux choses. Il montre d'une part que les Polynésiens capturés étaient destinés à travailler aux îles Chincha. Et deuxièmement, il montre bien que le capitaine était prêt à tout pour capturer ces différents esclaves, on peut dire le terme, à bord du navire. Alors ce témoignage est vraiment aussi intéressant parce que Riley va décrire durant le procès les conditions de vie sur les îles Chincha, où il a travaillé en tant que cuisinier. Donc ici, il parle de la vie des Chinois engagés qui travaillaient à raison de 5 piastres par mois et qui reçoivent juste un peu de riz pour nourriture. Il raconte ensuite « J'ai tenu un restaurant à Chincha pendant 1 année. C'est un affreux travail que celui du guano. On enterrait les Chinois et quelquefois, on les déterrait 8 à 10 jours après quand on voulait travailler l'endroit où leur corps avait été déposé. On leur donnait toujours à manger du riz de la qualité la plus mauvaise. J'ai pu me rendre compte de cela de mes propres yeux. Ils sont maltraités, absolument comme des esclaves. » Le président du tribunal interroge « N'y a-t-il pas un représentant du gouvernement péruvien aux îles Chincha? Il y a un gouverneur dans l'île. Je ne sais pas s'il cherche à empêcher les mauvais traitements dont je viens de parler. Je ne sais même pas s'il a le droit de les empêcher. Ce dont je suis sûr, c'est que les choses se passent ainsi que je viens de le dire. Quelles sont les punitions que l'on inflige à ces travailleurs? On leur donne le fouet. On les met au fer, aux pieds et au cou. » Le président demande alors au traducteur de traduire ses propos aux Indiens des Tuamotu qui sont présents ici, et donc qui étaient les principales victimes ici, embarquées sur le Mercedes. Le traducteur le fait, et pour terminer, dans cet article qui est paru dans le Messager de Tahiti, témoigne du profond sentiment de stupeur chez les Indiens qui, bien sûr, ne se doutaient pas de ce qui les attendait au bout du voyage. Au final, le verdict du procès condamne le capitaine Unibaso à 5 ans de prison, et son second, Liknap, à 10 ans, plus des amendes très fortes pour la compagnie, puisqu'il a été avéré que la compagnie avait armé un navire qui allait se transformer en prison. Au même moment, en mars 1863, sous la pression internationale, le Pérou abolit le trafic d'esclaves océaniens. Mais l'abandon brutal fut un remède aussi dur et injuste que le mal. Les derniers arrivés, les derniers navires qui amènent les Océaniens, eh bien tout simplement les déposent dans les vastes entrepôts de Callao. Or, au même moment, une forte épidémie de variole, venue des États-Unis par les navires baleiniers, se répand au Pérou. Alors forcément, ces Océaniens entreposés, entassés ici dans les entrepôts, vont devenir malades et la contagion gagne les Océaniens. Dans le même temps, le gouvernement péruvien décide de renvoyer tous les survivants océaniens dans leurs îles, avec leurs microbes. Et là, ça devient la double peine pour les îles. Je prends 2 exemples. On a des Marquisiens qui retournent à Nukuiva, rapportant la variole. Le bilan estimé est de 1000 morts. De la même chose, dans l'autre île importante du groupe nord des Marquises, à Wapo, on estime qu'il y a eu 800 morts. Le sort est encore plus cruel pour l'île de Rapa aux Australes, parce que les habitants là-bas ont capturé un navire négrier qui s'appelle le Cora, ils l'ont amené à Tahiti pour qu'il soit jugé, mais quand des malades vont revenir sur leurs îles, rapportées par les Péruviens, l'épidémie au total va faire disparaître les 3/4 des habitants, un sort particulièrement cruel. Enfin, que dire de l'île de Pâques? L'île de Pâques comptait
à peu près 7000 habitants au début du 19e siècle. Avec les différentes traites et les épidémies qui ont eu lieu, hein, on estime qu'à la fin du 19e siècle, c'est quelques centaines d'habitants qui survivent dans l'île de Pâques. Alors ainsi se clôt ce chapitre des navires négriers qui ont écumé la Polynésie et qui ont apporté leur lot de tragédies importantes